Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. On parle forcément régulièrement d'art, d'outils de bien-être et d'enfants, mes domaines de prédilection. Mais on parle surtout de ce qui enthousiasme chacun de mes invités. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est le Patreon, qui vous donne la possibilité, si vous aimez ce podcast. Patreon, c'est une forme de crowdfunding sous forme d'abonnement mensuel, résiliable évidemment quand vous voulez, qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. Patreon, c'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Votre soutien me donne en réalité les ressources, autant en termes d'encouragement, d'énergie que de finances. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. Sinon, patreon.com/état de flow. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Animatrice de communauté en ligne, passionnée d'art et pianiste, ma nouvelle invitée est une collègue et une voisine. Installée dans le Vexin, vivier d'artistes, l'été 2023, elle y réunit son réseau d'artistes dans une galerie d'art, galerie boutique. Je la reçois ici au micro pour un épisode riche dans lequel nous reprenons de nombreux aspects autour justement de la création de sa galerie, tels que la mise en place, la réflexion de la scénographie, le dialogue des œuvres entre elles. On aborde des questions aussi passionnantes que comment devenir ambassadeur des artistes sans forcément acheter leur création, comment une histoire peut nous y connecter ou encore ce qu'un format d'œuvre peut changer dans la manière dont le public la reçoit. Elle nous parle de ce que lui permet le piano en tant que musicienne, de l'état de flow que lui évoque la douceur de faire. En tant qu'animatrice de communauté en ligne, elle nous partage ses conseils pour parler de ses créations sans faire semblant d'être dans l'état de flow. Et on clôture cet épisode avec une question importante. Doit-on ou non faire un métier passion? Ou peut-on faire un autre métier à côté pour avoir moins de pression? Un épisode qui pourrait finalement se résumer à être une invitation à incarner son histoire, sa marque, son œuvre. Je vous laisse avec ma nouvelle invitée, Mélanie Billot. Bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Elisabeth. Bienvenue sur État de Flow. Merci. Tu es animatrice de communauté en ligne, tu es passionnée d'art, tu es musicienne. Quand tu déménages dans le Vexin il y a plusieurs années, tu rencontres un florilège d'artistes et là ça fait boum dans ton cœur et là tu commences à imaginer comment faire pour les rassembler, pour créer quelque chose pour eux, pour toi aussi, pour ton plaisir certainement du regard. Tu crées il y a quelques mois, cet été, une boutique-galerie dans le village avoisinant le mien et c'est comme ça qu'on se rencontre. Eh bien, si tu veux, est-ce qu'on peut commencer par là? L'art, cette boutique, comment est-ce qu'elle naît? Comment elle apparaît dans ton cœur? Comment tout ça se met en place? Ouais, super intro parce qu'effectivement, c'est vraiment un projet qui m'a animée énormément cet été et qui est apparu de façon tellement spontanée et tellement
finalement, je ne l'avais pas anticipé. C'est un peu arrivé comme ça sur un plateau. Alors la façon dont ça s'est passé, c'est que effectivement j'habite dans ce petit village de Véteuil dans le Vexin depuis maintenant 3 ans. Et en fait, les premières rencontres que j'ai faites, c'était effectivement des rencontres d'artistes, et notamment on vivait avec mon compagnon à 2 pas d'une galerie d'art, une petite galerie d'art tenue par Sophie Dupéra, prof de dessin, prof d'art plastique et aussi passionnée d'art, donc qui s'était lancée comme ça dans des expos. Et puis on a bien sympathisé, j'ai pris des cours de dessin avec elle. Et de fil en aiguille, voilà, elle m'a un petit peu montré les coulisses de sa galerie, jusqu'à un moment où elle disait que voilà, un peu envie de freiner, de prendre du temps pour elle, peut-être de passer un peu moins de temps dans cette galerie. Et ça tombait pile au moment où moi, je venais d'acheter une maison et où on avait décidé de ne pas prendre de vacances pour s'occuper justement de notre nouvelle maison. Et je me suis dit, en fait, ça va être mes vacances. Je vais lui proposer si elle est OK, de prendre les clés de la galerie. Pourquoi pas de le faire en binôme avec elle et de réaliser ce rêve que j'ai depuis toujours, mais qui est un peu enfoui au fond de ma tête, qui est de réunir en fait un collectif d'artistes dans un lieu et de sortir un petit peu du virtuel, parce que comme tu l'as dit, moi je travaille sur les réseaux sociaux, je suis vraiment 100% derrière mon écran la plupart du temps quand je travaille pour mes clients, et là ça me faisait plaisir de me dire que j'allais investir un lieu physique et donc réunir tous ces artistes. Et j'ai lancé finalement des invitations à des gens que je connaissais réellement et qui étaient vraiment mes voisins de village, et mes voisines. Donc des artistes locaux que j'ai eu le temps de rencontrer depuis que j'habite ici, qui m'ont tout de suite dit oui. Et puis des gens aussi que j'ai pu rencontrer à travers d'autres étapes, d'autres chapitres de vie. J'ai vécu en Haute-Savoie, j'ai vécu à Paris. Donc toutes ces rencontres qui sont restées et que j'ai pu garder grâce à des liens virtuels pour la plupart, les réseaux sociaux, finalement m'ont tous dit oui. Donc je me suis retrouvée comme ça à organiser une expo avec 14 artistes et ça a été une expérience extraordinaire. On entend l'envie de rencontre pour toi, mais de faire rencontrer ensemble tous ces artistes comme une photo de famille, comme une réunion de famille. C'est exactement ça, parce que effectivement, quand j'ai réuni tout ce petit monde, vraiment au feeling, au coup de cœur, au plaisir que j'avais eu de les rencontrer aussi. J'ai pas forcément réfléchi à ce moment-là à un angle, on va dire un état d'esprit, à une philosophie pour cette expo. Je me suis juste dit, j'aime ce qu'elles font, et je les réunis. Et après, une fois que je me suis retrouvée effectivement avec toutes ces œuvres, parce que tout le monde m'a envoyé, où je suis allée chercher une sélection d'œuvres de chacun et de chacune, je me suis rendu compte que voilà, là, il fallait que je fasse vivre tout ça d'une façon cohérente, ou en tout cas moi qui me parlait. Et c'est à ce moment-là, grâce à une amie, Marion Kueni, qui m'a d'ailleurs, qui est une directrice artistique, graphiste, qui a réalisé notamment l'affiche de l'exposition, elle est venue me lancer une journée, vraiment le tout premier jour quand j'avais les clés. Elle m'a aidée en fait à faire dialoguer les œuvres. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc je me suis rendu compte que dans les 3 petits espaces de cette galerie qui fait 50 mètres carrés, c'est vraiment t'es venu voir, un petit espace. Finalement, il y a 3 petites salles. Et donc, assez naturellement, en me lançant à réunir des œuvres et à les faire dialoguer, je me suis rendu compte que je pouvais créer un espace, on va dire, un peu estival, frais, léger, puisque la galerie s'appelait la Galerie de l'été, un été à Véteuil, voilà, on l'avait appelé comme ça, un été à Véteuil. Donc voilà, je voulais que ce soit frais, que ce soit léger, joyeux. Et il y avait un espace très graphique et très coloré. Il y avait un espace un petit peu plus atelier, textile, fait main, mais qui s'est un petit peu imposé à moi aussi, parce que certaines créations allaient bien les unes avec les autres là. Et puis encore un 3e espace qui était presque plus engagé, avec des messages, avec un positionnement, un regard
un peu d'humour, voilà, avec vraiment, on va dire, des œuvres à message. Et là, pareil, je me suis amusée comme ça à créer différents espaces et je me suis rendu compte que tout ça avait une cohérence en fait, alors que je n'avais pas du tout pensé à ça au départ. Oui, parce que les œuvres sont arrivées dans tes mains, c'est pas vraiment toi qui les as choisies, on te les a proposées, même si certainement tu dis oui à l'une ou à l'autre, mais après quand on se retrouve avec toute cette boîte à outils, qu'est-ce qu'on en fait, quelle histoire on raconte, parce que finalement c'est ça, il fallait que ce soit aussi cohérent avec Un été à Vétheuil, cette affiche magnifique qui a été réalisée dans cette idée-là, ce message-là. Oui. Et tu arrives et tu te dis, en fait, je n'ai jamais tenu une galerie, je n'ai jamais tenu une boutique. Comment est-ce que je vais faire pour faire rentrer les gens ? Tu changes alors tous les jours un petit peu la place aussi de ces œuvres. Vraiment, tu parlais du mot dialoguer. Il y a ça aussi. En fait, on les fait changer de place pour qu'elles dialoguent autrement et voir si la conversation n'est pas encore meilleure. Exactement. C'est ça. En fait, me suis prise au jeu quasi chaque jour. Donc la galerie était ouverte du jeudi au dimanche pendant tout l'été, de mi-juillet à fin août. Et donc tous les jours d'ouverture, je commençais par me dire « Ah tiens, j'avais pas vu, mais telle affiche va hyper bien à côté de telle œuvre ». Soit de façon très visuelle, esthétique, soit au contraire, enfin pas au contraire, mais soit les messages, ce que ça m'évoque en tout cas, ça me semble être dans le même univers. Et donc je me suis aussi rendu compte que les personnes, les visiteurs qui venaient à l'expo, parfois passaient à côté complètement de certains artistes. Et en fait j'ai compris que il fallait les guider aussi d'une certaine façon, et que certains artistes n'étaient pas forcément au bon endroit par rapport à la scénographie, parce que finalement c'est ça le travail, c'est la scénographie. J'ai mis un mot dessus grâce à mes amis qui sont vraiment dans le milieu, mais moi j'apprenais en faisant, donc je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait tout ce travail de mener d'une pièce à l'autre et d'emmener le regard pour les guider. Et en fait, parfois, en changeant certains artistes d'espace, ou en tout cas en les mettant à côté d'autres, les gens s'arrêtaient un petit peu plus sur leur création. Et subitement, elle était peut-être vendue, quelqu'un s'en emparait, alors qu'à l'avant, elle était peut-être plus cachée et pas vue, pas regardée. Ouais. C'est incroyable. Et je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça sur tout ce qui nous arrive, même les personnes. On pourrait mettre deux personnes ensemble, ça ne fonctionnerait pas, et il n'y aurait pas d'intérêt, il n'y aurait pas d'interaction. Et même personne placée à côté d'une autre, subitement la conversation s'enflamme et devient passionnante. Oui, il y a vraiment effectivement quelque chose d'un peu magique dans tout ça. Et en fait, il y a parfois ce boulot d'un peu d'intermédiaire ou d'avoir conscience qu'on peut guider d'une certaine façon. Ça permet... En fait, il y a des choses qui se font assez spontanément dans la vie, mais parfois on peut aussi mettre son grain de sel pour que ça se passe mieux ou que cette magie opère un peu plus, quoi. Ouais. J'ai envie de rebondir, c'est au-delà ici de ton projet, mais j'ai une personne que je connais, une connaissance, qui son travail est justement d'aller en entreprise, d'aller observer les personnes qui veulent quitter l'entreprise et de se dire, mais non, plutôt que de les laisser quitter, c'est d'observer là où elles seraient mieux, en fait, et là où elles développeraient mieux leur potentiel. Et finalement, quel que soit notre boulot, notre job, avant de quitter là où on est, peut-être juste de se déplacer un petit peu, et même par rapport au regard qu'on a sur la vie, parfois juste un petit peu se déplacer et voir les choses autrement. Ouais. Ça change tout. Oui, exactement. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais salariée avant d'être à mon compte, parce que ça fait 7 ans maintenant que je suis indépendante. Mais avant ça, je travaillais dans un groupe de presse et je me souviens que j'ai eu à un moment donné une espèce de lassitude qui s'est installée et un projet est né dans un autre service. Et j'ai pu participer finalement à la mise en place d'un nouveau magazine. Et c'est vrai que le fait de dédier un peu de temps à ce moment-là, alors j'étais restée dans le service d'origine dans lequel j'avais été embauchée, mais je crois que j'avais un tiers temps qui était dédié à ce nouveau magazine. Et rien que ça m'avait redonné l'envie de rester encore des années dans cette boîte, alors que bon voilà, à ce moment-là, j'étais aussi un petit peu en train de me demander, en train de regarder éventuellement ailleurs. Donc effectivement, dans les entreprises, parfois il se passe des choses dans les services d'à côté, derrière les portes, qui peuvent juste
nous convenir 10 fois mieux que de changer totalement, quoi. Oui. Et je pense à cette capacité qu'on pourrait... Il y a des personnes qui sont douées pour ça aussi, mais d'aller voir le talent. On parle d'une œuvre qui parfois n'est pas vue, et c'est vraiment ça que tu viens d'exprimer. On a des talents, on a nous des talents, mais des œuvres aussi ont un potentiel d'être belles et magnifiques dans notre intérieur, comme un vêtement serait important, qui en fait, quand on le regarde, n'est pas très beau. Et puis une fois qu'on l'a porté et qu'on le met plus en valeur, Oui, c'est vrai. et il y a des personnes qui ont cet œil-là pour aller chercher. Et du coup, est-ce que toi, tu ne penses pas avoir eu cet œil-là peut-être aussi, d'aller chercher les œuvres ou d'aller chercher les artistes qui te parlent, mais je pense qu'il y a ces talents-là de savoir voir. J'ai eu la sensation en tout cas d'être à ma place dans ce job cet été. Ça a plu. Les artistes ont été contents de participer. J'étais très fière de pouvoir leur donner de l'argent à la fin aussi de l'opération et de leur rendre qu'une partie de leurs œuvres, puisque j'avais réussi à vendre une partie pour tout le monde. Et effectivement, les visiteurs sont revenus parce que justement je communiquais sur le fait que ça évoluait en fait de jour en jour, et que même s'ils étaient venus au début, ils pouvaient venir au milieu et à la fin, ça serait pas la même chose. Donc oui, je pense qu'effectivement j'ai eu en tout cas un œil à un moment donné, et je me suis dit aussi, c'est drôle parce que c'est comme des pièces de puzzle que j'ai dénichées à différents moments de ma vie, à travers ces rencontres, parce que Daniel Milliner, qui est le céramiste que j'ai exposé pendant l'été, je l'ai rencontré il y a plus de 10 ans à Paris, dans un atelier de céramique. On est toujours restés très en lien, et on est devenus amis, mais j'aurais jamais pensé un jour l'exposer, Daniel. Et pareil pour d'autres amis que j'ai rencontrés par ailleurs, jusqu'à des personnes que j'ai rencontrées dans les 2 dernières années-là. Et en fait, tout ça, c'est un peu comme si j'avais reconstitué à un moment donné un puzzle, et que ce puzzle plaisait. Alors, il a duré 1 mois et demi. Après, j'ai enlevé les pièces. Chaque pièce est repartie. Mais voilà, j'ai aimé beaucoup assembler tout ça pendant un temps. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce côté événementiel. Le côté éphémère, ça m'a plu aussi. D'investir un lieu qui n'était pas du tout fait pour ça au départ, puisque la galerie de Sophie, c'est une galerie... où elle expose tous les 2 mois des artistes, 2 artistes généralement. Ouais, c'est pas plus de 2 artistes, on va dire, au fil de l'eau. Et puis à Noël, je crois que vers Noël, elle en expose un peu plus, mais il n'y a pas cette idée de collectif d'habitude. Donc moi, j'ai fait quelque chose de complètement différent, très boutique aussi, avec des créations accessibles. Donc vraiment, c'était un autre concept, et j'ai aimé ce côté éphémère, accessible, et trouver un lieu et l'investir. On va y revenir. J'ai envie Oui. d'utiliser ça pour arriver sur ton métier Oui. aussi actuel, Oui. de animatrice de communauté. On parlait de mettre en valeur. Il y a aussi de ça, mettre en valeur une marque, puisque c'est de marque que tu t'occupes. Est-ce que tu retrouves ça? Je retrouve ça, oui, effectivement. Surtout avec un client, une maison de parfum en fait, qui est un de mes fidèles clients depuis 3 ans. On travaille main dans la main, et effectivement, je fais ce travail d'aller parfois même chercher des créateurs de contenu, des artistes, des illustrateurs, pour mettre en avant certaines gammes de parfums. En plus, c'est un univers luxe, très esthétique, qui demande justement d'avoir, je pense, une sensibilité artistique. Donc je m'y retrouve aussi, effectivement. Et d'ailleurs, je me rends compte que au fil de l'eau, j'ai attiré à moi des clients qui avaient perçu cette sensibilité artistique à travers mes contenus, ma communication, ou ne serait-ce qu'en se rencontrant par hasard. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a cette sensibilité-là
qui est importante aussi pour le magazine Flow, qui a une nouvelle mission là, que j'ai démarrée il y a 15 jours, où ils sont vraiment venus me chercher, ils m'ont contacté. D'ailleurs, la directrice artistique du magazine est venue à la galerie, c'est comme ça que ça s'est fait. Elle est venue à la galerie faire du repérage d'éventuels autres artistes à mettre en avant plus tard dans les prochains numéros. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble. Donc oui, le travail que je fais en virtuel, on va dire, est très lié à cette sensibilité artistique. Mais ce qui rajoute une dimension, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que, comme je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a aussi cette dimension conversationnelle, de rencontre, en fait, et d'animation de communauté. On n'est pas uniquement dans de la communication de haut en bas, mais voilà, on vous offre un contenu, qu'est-ce que ça génère chez vous ? Est-ce que vous aimez ? Si vous aimez, pourquoi ? Si vous n'aimez pas, dites-le nous aussi. De quelle façon est-ce qu'on peut faire intervenir la communauté dans la création des contenus eux-mêmes ? Et ça m'intéresse aussi, cet aspect de rencontre aussi, et une dimension très humaine aussi dans ce métier-là. C'est incroyable, finalement, le rapport et les bases restent les mêmes. Tu parles de rencontres, de faire même dialoguer c'est vrai. Les communautés entre elles, mais aussi avec la marque, les artistes tout à l'heure. Donc vraiment, il y a cette appétence chez toi de ces mots-là, de ces valeurs-là, ou je ne sais pas comment... Tu disais aussi tout à l'heure, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière, on va faire comme ça des allers-retours si ça te convient. J'apprenais en faisant. Je trouve ça magnifique, j'ai envie de l'extraire et qu'on en parle un petit peu dans la vie. On se met tellement de barrières quand on a des projets de cœur, puis surtout tu avais déjà un autre travail, tu aurais pu te dire non, je vais me concentrer sur un seul, et non, tu y vas, tu n'as jamais fait et tu apprends en faisant. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me caractérise et que mes amis m'ont souvent dit, c'est que en fait, j'ai pas tellement peur quand je me lance dans quelque chose qui me fait plaisir, parce que je sais que je vais apprendre et que même si c'est un peu risqué, et que même si je peux me mettre un petit peu dans l'inconfort ou dans le déséquilibre, je me fais assez confiance sur le fait que je vais rebondir et que je vais apprendre quelque chose. Donc c'est vrai que cette galerie, elle est arrivée à un moment où j'avais du travail, mais où je pouvais me permettre, c'était l'été, je sais que c'est un moment aussi où je peux... explorer aussi. Explorer, exactement. Et puis j'ai prévenu mes clients que j'allais faire ça et qu'ils ne soient pas étonnés non plus de voir passer sur mon compte pro des contenus qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et donc, et d'ailleurs, Nicolas... la maison de parfum m'a dit non mais au contraire c'est très bien, j'adore le fait que vous ayez plusieurs casquettes, donc ça nourrit l'un l'autre sûrement aussi. Oui, exactement, je pense qu'il voyait ça aussi comme voilà en tout cas s'il apprécie bosser avec moi, je pense que c'est aussi parce que je me nourris d'autre chose que uniquement du virtuel. Donc tout ça, bon, j'étais quand même dans un certain cadre qui faisait que je m'étais autorisée à le faire et j'avais balisé les choses pour que je puisse le faire le plus sereinement possible. Maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup appris, parce que je me suis rendu compte que justement, réunir des œuvres, tout ce travail de dialogue entre les œuvres, je ne l'avais pas anticipé. C'est quelque chose qui me plaisait énormément, mais par contre, qui prenait aussi énormément de temps. Et puis, voilà, j'ai fait certaines erreurs. Je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment erreur, mais en tout cas... des tentatives qui n'ont pas fonctionné. Voilà. C'est surtout sur le temps passé, en fait. Tant que je ne l'avais pas fait, je ne pouvais pas me rendre compte de le temps que prenaient certaines actions. Et il y a aussi toute une partie comptabilité, suivi des ventes, voilà, pour pouvoir payer les artistes à la fin, savoir comment gérer tout ça, comment faire en sorte aussi au niveau administratif que ça rentre bien dans mon activité, pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc voilà. Mais effectivement, moi j'ai toujours... C'est aussi, je pense, pour ça que travailler sur le digital me plaît aussi, apprendre
en faisant. C'est que j'ai commencé à travailler, moi j'ai 44 ans, donc j'avais 25 ans quand j'ai commencé à travailler sur Internet, et c'était un moment, 2005 peut-être, ouais. C'était un moment où tout se créait sur Internet. Tout s'inventait. Tout s'inventait. On avait des utopies, on avait des idéaux, on était beaucoup dans cette idée de partage, de discussion gratuite dans des forums. Moi, j'ai commencé vraiment sur des forums de discussion, à faire mon travail de community management, vraiment sur C'est l'ancien réseaux sociaux, réseaux sociaux. Exactement, les débuts des réseaux sociaux. Facebook, etc. n'existaient pas encore. Donc moi, je les ai vus arriver alors que j'étais déjà embauchée dans des services multimédia, comme ça s'appelait à l'époque. Et donc, j'ai appris aussi mon travail en le faisant. J'ai compris comment fonctionnait justement l'animation de groupe, l'animation de communauté virtuelle en interagissant avec les utilisateurs. Et puis, je me suis... Voilà, j'ai ce côté très... à la fois conseil, enfin, c'est un métier qui est vraiment à la croisée des chemins entre de l'éditorial, de la création de contenu, du marketing, parce qu'on fait aussi beaucoup de promotion de services, de produits, de relations clients. Les gens viennent sur les réseaux aussi pour dire j'ai acheté tel produit, il me convient ou il ne me convient pas. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de services clients derrière tout ça. Donc j'ai toujours été à un poste comme ça, un peu à la croisée des chemins, à aller chercher les infos pour répondre aux communautés auprès de mes collègues qui étaient dans différents services. Donc ça me demandait un petit travail d'enquête. Ça me plaisait beaucoup pour ça. Et puis surtout, voilà, j'avais l'impression que c'est un métier où on est utile parce que quand on donne une information, quelqu'un qui a fait la démarche d'aller poser une question sur un réseau et qui a sa réponse tout de suite, on a tout de suite un merci, une gratitude immédiate. Donc... mais j'ai appris tout ça voilà, en le faisant, et je me rends compte, ça fait 20 ans que je fais ce travail, que les choses n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire que les fondamentaux, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être entendu, le besoin de participer à quelque chose de plus grand. Quand on est abonné à une communauté, quand on suit une communauté, on a envie d'y participer de près ou de loin. Tout ça, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Behance, les forums à l'ancienne, c'est les mêmes mécanismes en fait. Donc, participer au collectif, ouais. Rejoindre un groupe. Ouais. Oui. Rejoindre un groupe, participer à quelque chose de plus... Ouais, c'est ça, mettre sa pierre à l'édifice, de près ou de loin. Des gens il y a différents niveaux d'engagement, on appelle ça l'engagement sur les réseaux sociaux, mais il y a différents niveaux d'engagement, et quand on a capté ça et qu'on arrive à comprendre finalement quel type d'utilisateur constitue le socle le plus engagé, on peut les identifier et les embarquer avec nous pour créer une dynamique plus forte, et embarquer après les cercles un peu moins engagés, mais qui ont aussi des choses à dire, qui ont aussi une envie de participer à leur façon. Donc tout ça, c'est un travail passionnant, et quel que soit le secteur, moi je me rends compte que c'est toujours un petit peu quand même les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. J'ai travaillé 7 ans pour l'UCPA, qui est une entreprise de voyage, une association de voyage sportif, au moment où justement tout était à construire en termes d'interactivité, site e-commerce, etc. C'était vraiment les prémices. Et c'était une communauté très engagée, des gens qui adhéraient complètement aux valeurs. Enfin, j'ai vraiment adoré apprendre mon métier là-bas. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans les médias et les groupes de presse. Et je me suis rendu compte que peu importe les thématiques, finalement, c'était toujours un peu les mêmes ressorts. Ouais. Et j'ai même envie de dire que dans ta galerie, dans ta boutique, tu as trouvé certainement ça. Et certainement que les clients viennent aussi participer à l'œuvre, au travail de l'artiste en le soutenant. Souvent, il y a des achats pour soutenir un artiste. Bien sûr, on aime et on va l'utiliser, on va le mettre chez nous. Mais il y a une rencontre aussi à ce niveau-là. Exactement, ouais, c'est vrai que j'avais pas fait le lien avec ces ressorts-là pour la galerie, pour cette expérience très terrain, mais finalement, je m'aperçois que, on va dire, les meilleurs ambassadeurs
de cette communauté d'artistes, c'était les voisins tout proches, les voisins de la galerie. Certains ont même utilisé les petits flyers qu'on avait distribués dans les boîtes aux lettres pour les mettre sur leur fenêtre en mettant une flèche à 30 secondes sur votre droite, galerie. Donc on a été soutenus en fait par les habitants du village. Par les commerçants du village, et en fait ce petit noyau dur très local a fait que ça a marché, en fait, a fait que ça a rayonné, a fait que les gens, même les touristes qui venaient prendre une glace chez le glacier de Véteuil, venaient ensuite à la galerie parce que ils avaient dit un petit mot ou que les flyers étaient là et qu'ils leur ont proposé d'en prendre. Et c'est vrai que je me suis sentie tellement soutenue dans cette aventure, autant par les habitants, mais aussi par les artistes eux-mêmes qui, sur les réseaux sociaux, ont joué le jeu aussi, de mettre en avant cette galerie, de dire régulièrement retrouver une sélection de mes créations à la galerie Mélanie. Et voilà, ça a été vraiment une dynamique collective qui s'est mise en place de façon tellement spontanée. En plus, j'aurais voulu le créer, faire une stratégie pour que ça aboutisse comme ça. Je pense que j'aurais pas réussi à le faire. Oui. Ça s'est vraiment fait d'une façon organique, totalement organique. Incroyable. Et par rapport aux artistes, je trouve que souvent, jusqu'à présent, jusqu'à t'écouter en réalité, je pense, je ne comprenais pas forcément cette phrase « Comment vous pouvez me soutenir en achetant mes créations ?» Mais si la création ne me plaît pas, en tout cas en digital, quand je ne connais pas effectivement l'artiste, quand j'ai pas eu accès totalement à lui, je ne vais pas forcément acheter. Même si j'ai bien envie de le soutenir d'une autre façon, c'est pas le problème. Mais je ne vois pas acheter son œuvre. Après, il y a des Kiss Kiss Bang Bang, il y a plein de choses qui se développent dans ce sens, justement, où on est beaucoup sur le soutien. Mais maintenant que tu m'apportes cette information, ce regard-là, et je me dis, mais si, en réalité, on est ceux qui peuvent l'accompagner, non pas évidemment pour vider son stock et lui faire son salaire au bout du mois, c'est pas l'objectif, mais pour aussi conserver son enthousiasme. Ça, c'est très important aussi. Complètement, ouais. En fait, moi, j'ai remarqué quand même, j'avais fait un mur à la galerie, un mur des artistes, en expliquant qui était qui, parce qu'ils étaient quand même 14, donc ça fait beaucoup, il y a une grande diversité. Et donc, je m'étais dit, et en plus, comme j'ai mélangé les œuvres, j'ai pas fait une box par artiste, j'ai mélangé les œuvres, je les ai fait se parler, justement. Donc, je m'étais dit, il faut quand même qu'il y ait un endroit dans la galerie où on puisse identifier qui est qui. Et en fait, ça a beaucoup plu aussi. Et j'ai remarqué que certains visiteurs, après avoir lu un peu les histoires des uns et des autres, avoir chopé quelques infos sur « Ah, tiens, elle habite à tel endroit. Tiens, j'y suis allée en vacances. Ah, ok, elle a telle inspiration. » Hop, ils retournaient. On connecte. Voilà, ils retournaient connectés avec le travail des uns et des autres. Et ça m'a... Je me suis rendu compte effectivement que de raconter l'histoire aussi, ça changeait tout. Oui. C'est hyper important de donner un peu plus d'infos, un peu plus à voir justement que l'œuvre terminée en fait. Et ça me fait penser à un sujet qu'on a vraiment conversé là-dessus avec Alice de Bernard dans un précédent épisode où on parlait, parce qu'on parlait beaucoup d'exposition, effectivement de raconter une histoire. Et elle me disait qu'une cliente justement était arrivée dans une galerie où elle exposait, elle m'a dit, lui a dit surtout ne me racontez pas le processus et la raison de votre œuvre, parce que ça me parle. Et si elle avait peur de l'interférence. Donc il y a aussi cette pas trop en dire, parce que c'est vrai que des fois quand on en dit trop, on peut déconnecter d'une marque, déconnecter d'un artiste. Peut-être que tu l'as déjà expérimenté ou observé ailleurs, mais il y a aussi tous ces bad buzz, il y a aussi pas mal de dérives, ou en tout cas où on tombe de l'autre côté. On en a dit trop. Ah zut. Et ça, c'est une balance à trouver. Ah oui. Non, je n'ai pas été confrontée à ça. Mais je peux comprendre effectivement que mettre un petit peu trop de rationnel et de mental, quand peut-être que ça empêche aussi de se laisser surprendre, d'en savoir trop. C'est un petit peu... Là, je lis un livre en ce moment et j'ai mon bébé à côté et il est très curieux, donc il regarde, mais il n'y a que des lettres en réalité. Je dis, c'est pas très passionnant, il n'y a pas d'image. Et je lui dis, les images, elles sont dans ta tête quand tu lis. Et
Et puis, je réfléchis à tous ces livres pour enfants où on leur met les images. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des livres sans images pour les enfants pour qu'ils puissent travailler leur imaginaire ? Ça pourrait être aussi intéressant. C'est un peu cette idée-là. Je pense qu'à un moment donné, l'imaginaire, des fois, il est suffisant, le nôtre. Et c'est un peu comme quand tu as lu un livre et qu'il y a le film adapté. Et tu dis, non, mais en fait, j'ai détesté le film parce qu'il ne correspond pas à ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'oralité, pour les enfants, ils adorent qu'on leur raconte tout simplement, en fait, une histoire sans forcément voir le support de l'histoire, quoi. Je crois que c'est le succès de ces petites boîtes audio là qui permettent aux enfants de choisir comment va se dérouler l'histoire au fur et à mesure. Mais là, ils sont totalement dans la création imaginaire personnelle, quoi. Et je pense qu'une œuvre d'un artiste peut aussi ouvrir un imaginaire. Et dans mon cas, je suis venue à la galerie aussi pour ça. C'est bien sûr, j'ai adoré certaines choses que j'ai lues, ça m'a connectée à l'artiste, mais de me dire, je vais rentrer et je ne sais pas comment ça va me nourrir, ça va forcément animer quelque chose et ouvrir une matière, une couleur, des choses ensemble. On vient aussi pour ça. Tu parlais aussi de comment conserver l'enthousiasme d'un artiste sans forcément qu'il ait été soutenu par l'achat de ses œuvres. Et en fait, à la galerie cet été, j'avais choisi aussi une artiste qui est une dessinatrice de presse, mais pas que, mais qui s'appelle Cécile Alvarez et qui, en fait, déclinait des caricatures d'hommes politiques français et internationaux. Et sa touche, c'est de les mettre dans un contexte très romantique, fleurs bleues, avec des petites fleurs, des cœurs, etc. Et de mettre des personnages comme ça qui sont dans une actualité très dure, dans un contexte au contraire très, très doux. Et donc ça crée des contrastes assez drôles. Alors, elle, Cécile, elle a vendu pas mal on va dire de petits autocollants, de quelques illustrations, mais elle avait des illustrations grand format que les gens n'ont pas forcément décidé d'acheter. Par contre, c'est celle qui créait le plus d'enthousiasme, de réaction, d'interaction dans la galerie. Mais la plupart disaient mais j'adore, mais je vois pas où je pourrais le mettre chez moi. Oui. Et je lui ai quand même dit tout ça à Cécile, et d'ailleurs elle m'a remerciée. Enfin, on a eu une discussion hyper intéressante par rapport à ça. En fait, elle est assez habituée à ce que ça se passe comme ça, mais elle était très heureuse que son travail puisse juste générer ce genre de réaction et qu'elle ait pu montrer son travail et qu'en plus il ait fait réagir. Ça, pour elle, c'était déjà une grande reconnaissance, en fait. Et voilà, elle n'était pas du tout ni vexée ni déçue de ne pas avoir plus vendu. Par contre, ça l'a fait réfléchir à d'autres supports, d'autres formats, donc elle peut-être qu'elle proposera d'autres choses plus tard. Mais voilà, moi j'ai adoré aussi ce genre d'interaction avec certains artistes qui ont généré quelque chose d'un peu différent aussi tout chez à les fait. visiteurs. Ouais. Et du coup, expérience positive, je l'entends. Il y aura une suite. J'espère. Oui, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Je t'avoue que j'étais quand même fatiguée à la fin de l'été. Surtout que j'ai réenchaîné sur ma rentrée juste derrière et que là, j'ai besoin de temps, je pense, pour que ça infuse, que le bilan de cette galerie soit vraiment bien clair pour moi pour la prochaine édition. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de recommencer dans un nouveau lieu, avec de nouveaux artistes, et de faire ça toujours à la fois très ancré en local et aussi avec des personnes que je suis par ailleurs. Pourquoi pas même aussi des gens que je peux suivre à l'international. Les réseaux sociaux permettent ça, c'est illimité géographiquement. Donc essayer de continuer à faire un mix comme ça. Et puis peut-être sur une période plus courte aussi. Là, pour le coup, maintenant, je peux rentrer dans un truc un peu plus stratégique, maintenant que j'ai fait une expérience complètement spontanée. Et je me dis, le mois et demi passé à Véteuil, il aurait pu durer 3 semaines peut-être. Donc, essayer de faire ça à un autre moment de l'année aussi.
Et puis peut-être sur une période de 15 jours. Voilà, j'ai des idées pour la suite. À tester des nouveaux formats. À tester, peut-être pour Noël ou peut-être au printemps prochain. Super. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il faut y aller parce qu'on ne sait pas vers quoi ça ouvre. Donc, super. On parlait du magazine Flow, j'avais envie de rebondir sur cette merveilleuse synchronicité, puisque finalement, je suis venue à la galerie, le magazine est venu à la galerie, et toutes les deux, on t'a proposé finalement quelque chose avec le magazine Flow, État de Flow, le podcast. Du coup, qu'est-ce que pour toi l'état de flow ? Qu'est-ce que ça évoque ? Comment peut-être est-ce que tu le maintiens, le favorises ? Dis-nous tout. C'est vrai que le mot flow est très présent dans ma vie. Ce que ça évoque chez moi, l'état de flow, c'est quelque chose d'assez doux, en fait. Il y a une douceur, un plaisir à faire. C'est d'être complètement dans ce qu'on est en train de faire, mais d'une façon plaisir, quoi. Alors, de différentes façons. Moi, parce que je sais que je peux rentrer dans cet état de plaisir à faire quand je fais du piano, par exemple. Je joue du piano. Et quand j'improvise seule avec mon casque et que je suis plus en mode je travaille un petit peu des gammes quand je suis dans une espèce de ronronnement de travail, voilà, et que je me laisse presque bercer par ce qui sort, là j'ai un vrai en fait j'oublie presque que je suis en train de faire. Je me laisse bercer par ce qui sort. Ça nécessite pour moi de maîtriser la technique pour pouvoir justement interpréter, en fait. Et puis, voilà. Et souvent, je me rends compte que j'étais dans cet état quand j'en suis sortie. Je ne me rends pas compte au moment où je le fais. J'ai l'impression d'être juste bercée. Et puis voilà, quand j'éteins, je me dis « Ah là, il s'est passé quelque chose, je tiens quelque chose ». D'ailleurs, souvent, je regrette de ne pas m'être enregistrée ou de pas... parce que la musique, voilà, c'est hyper volatile. Je n'arriverai pas forcément à reproduire ça la fois d'après. Et en même temps, je me dis, si je m'enregistre à l'avance, je ne serais peut-être pas dans l'état de flow en question. Parce bloqué, que je sais que potentiellement, ça pourrait... il faudrait que je fasse quelque chose de bien pour pouvoir le garder ensuite et le réécouter. Voilà, c'est ça que ça m'évoque, cette espèce de spontanéité dans le faire, qui est sans forcément un objectif de résultat d'ailleurs. Et puis, un plaisir, une douceur, quelque chose un peu... presque enfantin quand on est bercé dans les bras de sa mère. Très beau. Et ça me fait penser à, finalement, tu as parlé de s'enregistrer ou pas pour favoriser ou pas l'état de flow. Sur les réseaux sociaux, on en reparle, on refait le lien. Il y a une tendance de montrer les backstage, de se filmer en train de créer. J'ai toujours personnellement eu énormément de mal à le faire car effectivement, ça me bloque. Toi qui es animatrice de communauté, comment tu vois les choses par rapport à ça ? Eh ben, c'est vraiment une question centrale dans mon travail en général, parce que j'ai tendance, moi, à conseiller de se montrer. C'est-à-dire de se montrer, c'est pas forcément de faire un selfie, mais de montrer qu'il y a un humain derrière un compte. Tout simplement de l'incarner, voilà. Et effectivement, dans l'univers de la création et de l'art, qu'est-ce qu'on montre ? On montre soit la création terminée, soit la création en train de se faire. Sauf qu'effectivement, ça coupe cet état de flow, de s'enregistrer et de montrer. On sait, il y a un troisième œil en fait, on sait très bien qu'on n'est pas, on peut pas rentrer dans cet état-là. Puis on cherche la perfection parce qu'on doit montrer. On peut pas se laisser aller à des minutes de silence de rien parce que on va quand même pas montrer qu'on est en train de rien faire. Donc il y a toutes ces coupes qui sont faites parce qu'il y en a qui sont merveilleux et qui sont très doués aussi pour scénariser. Mais quand on est tout seul et qu'on doit faire ça en plus, c'est très challengeant. Donc se rajouter du challenge. Ouais, exactement. Et mais je le vis aussi parce que j'ai déjà été amenée à me dire moi je fais un peu d'aquarelle, j'aimerais bien me filmer justement en train de peindre, et en fait à partir du moment où je me filme j'ai plus du tout envie de le montrer parce que je fais pas ce que je fais d'habitude, et voilà. Donc
Ce que je peux conseiller, oui, on est friand quand même de techniques, de coulisses. Quand on suit un artiste sur un réseau, on a envie de savoir, de connaître un petit peu plus son univers, ne serait-ce que, je sais pas, ça peut être son environnement de travail, pas forcément ses étapes de création, mais son environnement de travail dans lequel cet artiste baigne finalement. C'est ça qu'on a envie, je pense, de connaître. Sinon, on irait sur son site internet vitrine et on n'aurait aucun intérêt à le suivre forcément sur un réseau. En fait, sur le réseau, c'est un peu l'assurance d'avoir un peu plus d'infos sur voilà, les coulisses. Et c'est aussi d'être hyper honnête vis-à-vis de la communauté en disant, bah voilà, je vais vous faire une petite vidéo. C'est pas... en gros, j'ai travaillé une technique pour vous la montrer. Un peu comme en cours de dessin. J'ai eu un prof de carnet de voyage. Il préparait ses cours. Il arrivait en cours en nous disant « Je vais dessiner devant vous et vous montrer mes techniques. Comme ça, vous pourrez les reproduire. » Mais on ne montre pas de A à Z pour atteindre un résultat. Pas on montre de A à Z. Une technique, un geste. Et en fait, on était absorbés par sa technique et on savait très bien qu'il n'était pas en train de faire ça pour ensuite l'exposer ou ensuite en faire un travail à montrer au monde entier. Il était là pour nous montrer à nous, ses élèves, à ce moment-là, comment faire un lavis ou comment, dessiner. Et donc là, ça avait un vrai intérêt et ça avait une utilité immédiate. Et je pense que sur les réseaux, il faut être clair en fait. Il ne faut pas faire semblant d'être dans un état de flow alors qu'on ne l'est pas. Parce que ça se sent, ça se voit, faut pas faire croire à la communauté qu'on partage des choses qui sont ultra naturelles alors qu'on a mis 3 heures à créer sa vidéo et voilà. Donc je pense qu'en fait c'est juste une question de positionnement et de clarté. La cohérence peut aussi se voir ou ne pas se voir justement, et on en reparle de ça, de ce mot cohérence. Je pense qu'on a intérêt à être cohérent. On a intérêt à être cohérent, ouais, et à être sincère. Et je note aussi ce que tu disais, c'est de montrer les coulisses, donner des informations sur les coulisses. On en revient à ce qu'on disait par rapport à la galerie ou raconter une histoire, c'est d'incarner, c'est de faire rentrer les personnes, le public, l'audience, nos fans, voilà, dans notre univers. Un petit peu comme si on ouvrait la porte de l'atelier. Exact. Ouais. Et donc, on parlait de musique. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi à côté de tous ces beaux projets que tu as, pour toi, la musique, c'est quoi? À part l'état de flow que tu vis dans ton quotidien, mais quand tu joues avec des amis dans un bar, tu viens à te montrer, toi aussi. Oui, alors moi, la musique, c'est vrai que c'est un moyen d'expression très fort chez moi. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que déjà, c'est un terrain de jeu commun avec mon mari, puisque lui est batteur et moi pianiste. Donc, on a toujours, depuis qu'on est ensemble, joué ensemble. C'est vraiment génial. Voilà, quelque chose qu'on partage, qui nous nourrit, et voilà, dès le départ. Et ensuite, moi, le piano, ça remonte à bien plus longtemps, parce que j'ai commencé, j'avais 8 ans. D'ailleurs, j'ai eu un prof de piano extraordinaire quand j'étais ado, qui a senti à un moment donné que je commençais à arriver au cours sans avoir travaillé. Je faisais du classique à ce moment-là et j'avais plus envie. Je devais avoir 15 ans, j'avais envie de sortir le week-end plutôt que de faire mes gammes. Et il avait appelé mes parents sans que je sache en disant « Est-ce que vous m'autorisez au prochain cours à montrer à Mélanie qu'il existe d'autres choses que des partitions écrites de classique ?» C'est comme ça qu'il m'a fait découvrir le jazz. Et mes parents lui ont dit pas de problème, vous faites ce que vous voulez, nous ce qu'on veut c'est qu'elle continue, on veut juste, voilà, c'est notre objectif, c'est qu'elle continue. Après vous utilisez la méthode pédagogique que vous voulez. Et donc je suis arrivée à ce cours d'après un peu lasse et un peu honteuse aussi de ne pas avoir bossé encore une fois. Et puis là il m'a dit allez on oublie, et il a pris sa basse et il m'a commencé à me montrer comment fonctionnaient les harmonies et comment on lisait les harmonies, etc. Et ça m'a relancée, et voilà. Et donc, le piano, pour moi, c'est aussi un apprentissage de la spontanéité, de l'improvisation, du plaisir de jouer
en impro avec d'autres musiciens qui improvisent eux aussi, mais avec un cadre commun. Et voilà. Et après, d'ailleurs, quand j'étais à Paris, j'ai accompagné des spectacles d'improvisation théâtrale au piano. Donc, magnifique. Voilà, pour moi, le piano, c'est mon moyen à moi de m'exprimer sur scène. Oui. Voilà. Autant le dessin, où je peux jouer du piano toute seule chez moi et ça me fait du bien. Autant, c'est vrai, la musique en groupe, c'est quelque chose qui m'expose plus. Mais comme je suis derrière mon instrument, ça va, j'arrive à gérer. Et puis surtout, depuis 2 ans maintenant, on joue en trio. Donc, Johan à la batterie, Enza à la voix, au chant, et moi au piano. Et on a effectivement joué peut-être 5 concerts depuis qu'on joue ensemble dans les villages environnants, très, très, très en local. Donc on a un groupe qui s'appelle Mande Basilic et on fait des reprises assez soul, jazz, un peu pop aussi, très intimiste. Et on a eu la chance de jouer devant différents publics. Et c'est partagé là de partager vraiment l'expérience musicale. Et c'est extraordinaire parce que quand on joue à 3, là en plus on est en train de composer notre premier morceau, donc on est dans une co-création et parfois on se retrouve tous les 3, je pense, dans ce fameux état de flow. Et alors là, quand c'est un état de flow partagé, c'est encore c'est magique, quoi. J'en ai des frissons quand tu me racontes tout ce processus, tout ce que ça vient créer chez toi, comment c'est arrivé. Je pense aussi que de nouveau, tu as cette capacité, par l'improvisation sûrement, à dialoguer, à écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de jouer ? Ça demande beaucoup de ça, je pense. Pour savoir, moi, qu'est-ce que je vais répondre ou comment on va jouer ensemble. Ouais, c'est magnifique. Du coup, voilà, tu as vraiment parlé de toutes tes passions aussi, de ce qui te compose, parce que je pense que tu as créé aussi ton métier passion. J'avais une dernière question peut-être pour clôturer. Est-ce que tu penses que c'est impératif ? Est-ce qu'on doit faire des métiers passion ? Est-ce qu'on peut aussi avoir d'autres métiers à côté pour nourrir notre passion à côté avec plus de légèreté, un peu comme ce 3e œil qui n'est pas nécessaire ? Voilà, est-ce qu'on peut avoir moins de pression ? Complètement. Moi, je pense que on peut tout à fait faire le choix de trouver un travail dans lequel on s'épanouit pas forcément, mais qui nous laisse une grande liberté à côté pour pouvoir se consacrer à un art ou juste se consacrer à se faire plaisir soi-même, pas forcément créer quelque chose à côté. C'est juste une question d'équilibre en fait. Moi, mon frère, il a toujours... j'ai vraiment dans la famille, j'ai un frère. Mon frère a toujours choisi son travail en fonction du temps qu'il lui permettait d'avoir à côté. Et on en a déjà parlé depuis très longtemps. Moi, je comprenais pas trop parce que je mettais une importance fondamentale à m'épanouir dans mon travail. Je me disais, voilà, j'y passe tellement de temps, il faut que ce soit passionnant tout le temps. Et d'ailleurs, j'étais souvent frustrée parce que c'était pas passionnant tout le temps. Même un métier passion peut ne pas être passionnant tout le temps. Et donc, on avait souvent ces discussions. Julien disait, non, mais qu'est-ce que tu t'embêtes à mettre autant d'énergie dans ton travail alors que tu pourrais faire des choses à côté et bon voilà. Et maintenant je comprends complètement ce qu'il voulait dire, et lui aussi est artiste, il compose de la musique, il a toujours fait ça à côté sans en chercher non plus à être connu, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un qui utilise son temps pour créer, et c'est sa priorité. C'est quand même une priorité. Son travail est un outil pour ça, en fait. Magnifique. Voilà. Je trouve ça passionnant d'inspiration. Vraiment, je pense exactement comme tu dis, on met énormément d'énergie à rendre passionnant et à trouver l'état de flow tout le temps dans son travail passion. Comme si, ah oui, mais c'est ma passion, donc c'est censé m'amuser tout le temps. Et en plus, on le cherche en plus. C'est un peu comme avoir un enfant. Je veux un enfant, j'ai voulu un enfant, donc je dois aimer être mère à temps plein, etc., etc.
Mais non, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie là-dedans alors qu'on pourrait effectivement avoir un travail qui nous plaît un peu moins, qu'on fait très bien, qui nous donne de l'argent et du temps pour s'éclater à côté. Exactement. Beau business model, je trouve. Très beau business model, mais oui. Et même si moi, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir trouvé l'équilibre, j'ai toujours conscience que cet équilibre est hyper fragile et qu'il suffit que, par exemple, j'ai un client qui me dise « Bon, on arrête là parce que j'ai pas forcément le budget pour l'année prochaine », pour que, ça bouge ton équilibre. Ouais, que tout se casse et que je sois obligée de trouver un autre modèle. Donc, et cet autre modèle, il pourrait être ça, hein, il pourrait être de me dire, je prends un mi-temps, pas loin de chez moi, et puis qui me permettent de continuer à créer. Voilà, c'est quand même important pour moi de continuer à créer, donc ça restera, je pense, dans ma vie. Mais par contre, le travail qui me permet d'obtenir une rémunération, ça pourrait évoluer, je pense. Je trouve ça magnifique. Vraiment, en plus, aujourd'hui, avec les artistes ont parfois cette envie de peindre, mais ils n'ont pas assez de temps. Comment on peut dégager du temps ? Est-ce que je peux exposer ? Mais oui, on peut exposer sans objectif de vendre, tout à fait. On peut montrer juste. Et puis, si un jour on vend, mais magnifique. En fait, c'est d'aller s'autoriser à ressentir du plaisir, de la joie dans ce qu'on fait, et à un autre espace où peut-être on en ressent moins. Et même quand on crée une entreprise, on peut avoir cette réalité entrepreneuriale, c'est-à-dire on doit rentrer de l'argent pour vivre, donc avoir des projets qui font rentrer de l'argent, et à côté dans la même entreprise d'avoir des projets passion qui sont peut-être plus ou bénévoles ou qui sont des tarifs moins élevés parce que c'est juste passionnant et qu'on ne veut pas les louper. En fait, il y a une pression aujourd'hui dans l'entreprise, dont on voit bien dans tout ce qui est coach, entreprise, etc., à rentrer de l'argent. Mais non, il y a peut-être une partie qui rentre de l'argent et l'autre sur laquelle on s'éclate. Exactement, et ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue en début d'année 2023, où je suis intervenue auprès de jeunes, de collèges, sur des sujets d'éducation aux médias. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, je vais travailler dans un mode associatif. Donc, je ne vais pas me faire un tarif comme je propose à des marques. En revanche, presque les marques pour lesquelles je travaille, je les verrais presque comme des sponsors de cette activité. Oui. En fait, ils me permettent à moi, en tout cas, de proposer des actions qui n'étaient pas du bénévolat, mais en tout cas plus engagées, où je vais passer plus de temps pour des choses qui me tiennent à cœur aussi, socialement. Et voilà. Et en fait, à l'intérieur de mon activité professionnelle, je trouve parfois cette imbrication-là. Et ça me va bien, et je pense que ça va bien à mes clients aussi. Je ne me sens pas obligée de leur cacher que je fais aussi des choses à côté qui ne sont pas forcément de l'ordre d'un travail sur une marque nationale à chaque fois. On a tous plein de facettes en fait, et c'est juste de les éclairer celles qu'on veut au bon timing, et puis d'être transparent le plus possible sur le fait qu'on a ces différentes facettes. Ce sont les réseaux sociaux. Nous, quand on joue le jeu des réseaux, on se montre aussi beaucoup, donc si on a envie que ça soit perçu de façon sincère et spontanée, autant les assumer, ces casquettes. J'ai envie d'inviter les auditeurs qui nous écoutent à se poser la question. Posez-vous vraiment la question de savoir quelles opportunités de plaisir, de flow, d'épanouissement personnel vous avez peut-être manqué et sur lesquelles vous pourrez revenir parce que d'autres occasions vous seront présentées, mais sur lesquelles vous saisirez peut-être cette fois. Et comment vous pouvez utiliser tout ce qui vient d'être dit pour voir là où vous avez envie de mettre votre cœur et à l'ouvrage plutôt que d'essayer de remplir le portefeuille à tout prix. Merci beaucoup Mélanie. Merci Elisabeth, c'était passionnant cet échange avec toi. Merci. Moi aussi, vraiment merci pour cette richesse. À très bientôt alors. À très bientôt. À suivre un épisode bonus dans lequel Mélanie partage une histoire très personnelle, intime, celle de son audition. Mélanie porte des appareils auditifs. Elle me l'a annoncé un petit peu avant de commencer l'enregistrement et vous ne l'avez probablement pas entendu puisque Mélanie a développé des petites choses, des petites habitudes comme ça pour
quand même se débrouiller dans la vie. J'ai trouvé ça fascinant en fait, d'avoir réussi à intégrer comme ça une particularité, encore plus parce qu'elle est musicienne. Alors j'ai réinvité Mélanie, je l'ai rappelée et je lui ai demandé si elle voulait bien venir raconter son histoire au micro. Elle a accepté, à mon grand bonheur. J'en ai frissonné, évidemment, c'est beau, c'est riche, c'est plein de bonté. J'en frissonne encore en vous le racontant comme ça en petit teasing. Vraiment, je vous invite à écouter cet épisode, un épisode que je suis très fière d'avoir enregistré. Merci encore à Mélanie d'avoir posé ses mots au micro, d'avoir posé son histoire et d'avoir aussi ouvert la voie à d'autres pour toutes les particularités. D'ailleurs, on en parle aussi au-delà de l'audition, tous les autres sens, tous les autres handicaps, également l'hypersensibilité. Voilà un beau sujet, un bel épisode bonus que vous pouvez retrouver sur Patreon en échange de votre soutien. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter www.etatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode.